Il y a un mythe, un mythe particulièrement tenace dans notre société. Ah oui, lequel? Cette image d'Épinal qui a la vie super dure. L'idée que la vente, en fait, ça serait un domaine exclusivement réservé à des commerciaux en costume-cravate. Ah oui, je vois très bien. Le cliché du gars avec sa mallette en cuir et son sourire carnassier. Exactement. Le discours préfabriqué, un peu agressif. Et aujourd'hui, pour notre nouvelle plongée au cœur d'un ouvrage de référence, notre objectif, c'est justement de déconstruire cette perception. Et c'est une excellente mission pour notre discussion. On va se pencher sur les enseignements d'un livre dont le titre, honnêtement, pourrait sembler un peu réducteur au premier abord. C'est « La vente pour les nuls ». Coécrit par Tom Hopkins et Bertrand Jouvenot, oui. C'est ça. Et il faut vraiment avouer que le contenu va bien au-delà d'un simple guide pour les professionnels du commerce. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Il y a une véritable malice dans ce titre, en fait. Comment ça ? Sous ces airs de manuel technique pour une profession bien spécifique, ça dissimule en réalité un traité hyper profond sur les relations humaines, sur la psychologie appliquée même. Donc l'erreur, ça serait de croire que l'ouvrage s'adresse juste aux gens qui ont le mot commercial sur leur fiche de poste ? Complètement. C'est une grille de lecture qui est indispensable pour quiconque souhaite améliorer ses interactions sociales. Ouais, ça touche tout le monde du coup. Absolument. Si on y réfléchit 2 secondes, un adolescent qui veut faire bonne impression à un repas de famille face à des adultes, il utilise des techniques de vente. C'est vrai ? Un prof qui déploie des trésors d'ingéniosité pour capter l'attention de 30 élèves à 8 heures du matin, c'est de la vente aussi. Même les parents ? Avec leurs enfants, en fait. Voilà, pour les convaincre de ranger leur chambre, ou quelqu'un en recherche d'emploi qui doit se mettre en avant en entretien. Toutes ces situations, elles exigent une maîtrise des dynamiques d'influence. Ce qui soulève une question presque vertigineuse, et c'est ce qui va guider notre exploration d'aujourd'hui. Et si la compétence la plus cruciale pour réussir au quotidien, pour fluidifier ses relations, ça se résumait juste à maîtriser l'art de persuader, mais avec une éthique irréprochable. C'est tout l'enjeu. Le livre propose d'ailleurs une redéfinition radicale de l'acte de vente. Oui, l'une des idées fortes, c'est que tout acte de la vie est, par essence, une vente. Il y a une nuance importante à apporter là-dessus quand même, parce que ce postulat, il peut heurter certaines sensibilités. C'est vrai que la persuasion est souvent vue comme de la manipulation douce. Exactement. Or là, on est sur un changement de paradigme complet. Vendre, dans son sens le plus noble, c'est jamais un passage en force. Pour illustrer ça, l'auteur utilise une image que je trouve super marquante. Imaginons une personne totalement nue. Ah oui, l'exemple de la forêt. Voilà, une personne isolée de toute civilisation, perdue au fin fond d'une forêt vierge. Même cette personne, qui n'a aucun bien matériel, pas d'argent, pas de statut, elle possède des croyances. Et ces croyances lui ont été vendues à un moment donné. C'est ça. L'exemple tout bête du texte, c'est l'école. Quand on était gamin, c'est un professeur qui nous a vendu le fait que 2 et 2 font 4. Il a dû nous convaincre, oui. Par la démonstration, la patience, on baigne vraiment dans un océan de ventes invisibles en permanence. Et prendre conscience de ça, ça modifie totalement la façon dont on aborde chaque interaction. Si on associe vendre à forcer la main, on passe à côté du sujet. Quelle est la vraie définition alors, selon le texte ? L'art subtil de poser les bonnes questions pour éveiller l'intérêt de l'autre. C'est un accompagnement en douceur. Pour amener la personne à revoir sa façon de penser par elle-même, c'est ça ? Exactement. L'amener à identifier un besoin qu'elle n'avait pas forcément formulé et à trouver la solution par ses propres déductions. C'est super collaboratif comme approche. Et pour structurer ça, l'ouvrage introduit un concept, le triangle de la vente. Un concept fondamental, oui. On peut visualiser un triangle équilatéral. La première pointe, c'est la connaissance du produit. La deuxième, c'est les tactiques et stratégies. Et le sommet, la troisième pointe, c'est l'attitude et l'enthousiasme. Spontanément, beaucoup de gens pensent que la connaissance du sujet, c'est le pilier numéro 1. Bah oui, ça paraît logique. Si tu connais pas ton sujet... Et pourtant, c'est une erreur de jugement très commune. On le voit beaucoup dans les secteurs techniques, l'informatique, l'ingénierie. Le fameux expert incollable. Voilà. Quelqu'un qui a une connaissance encyclopédique de son produit, qui maîtrise les tactiques, mais si l'attitude n'y est pas, si le ton est monotone ou l'enthousiasme fin, le triangle s'effondre. Complètement. L'attitude, c'est un multiplicateur. C'est la chaleur humaine qui crée la connexion. Sans ça, l'expertise brute a même tendance à aliéner l'autre plutôt qu'à le convaincre. Ça me fait penser à cette anecdote géniale du livre sur Tom Hopkins, lui-même. Ça illustre tellement bien cette primauté de l'attitude. Ah, ses débuts professionnels. Ouais. À 19 ans, il se lance dans l'immobilier, un milieu hyper compétitif. Et à l'époque, il n'a ni le costume sur mesure, ni la grosse berline pour faire visiter les maisons. Il avait juste un petit scooter. C'est fou quand on y pense.
Le contraste avec l'image stéréotypée de l'agent immobilier est saisissant. C'est la réalité du terrain face à la théorie. Il devait demander à ses clients, souvent dans de belles voitures, bien confortables, de le suivre à la trace sur son petit deux roues, l'angoisse de les perdre aux intersections. Et sa fameuse répartie quand un collègue lui a dit d'améliorer son suivi client. Oui, il a répondu « Je sais que les clients ont du mal à me suivre, mais je n'ai qu'un scooter. C'est une belle preuve d'humilité. » Et de lucidité. Au-delà de l'aspect comique, ça donne une leçon hyper profonde sur la résilience. Ça détruit l'idée du succès instantané ou basé sur les apparences. C'est vrai que ça fait écho à pas mal de situations aujourd'hui. On peut faire le parallèle avec les startups actuelles. Plein de jeunes n'osent pas se lancer parce que leur site web n'est pas parfait ou sans locaux prestigieux. L'histoire du scooter nous dit que la différence, c'est pas les ressources matérielles. C'est la persévérance. C'est cette capacité à faire une tentative de plus, juste là où la majorité aurait abandonné. Une tentative de plus. C'est puissant. Et ça permet de casser un autre mythe que le livre attaque frontalement. Le beau parleur. Exactement. Si on demande à n'importe qui de décrire un bon vendeur, on va nous parler de quelqu'un qui occupe tout l'espace, qui a réponse à tout, qui noie l'autre sous les arguments. Alors que la littérature psychologique montre que c'est un biais cognitif énorme, le livre parle du concept inverse, le vendeur détective. Le vendeur détective, j'adore l'image. Les véritables experts de la persuasion sont souvent les plus silencieux de la pièce. Ils agissent comme des enquêteurs. Leur arme, c'est pas la parole du coup. C'est l'écoute active. Ils prennent des notes, observent le langage corporel, étudient les silences. C'est vrai que c'est super contre-intuitif. On a toujours l'impression qu'il faut parler pour convaincre. L'analyse comportementale explique que ce besoin de parler sans arrêt, c'est souvent une manifestation d'anxiété. Un besoin de contrôle. C'est ça, on veut contrôler une situation qui nous échappe. Remplir le silence, ça rassure celui qui parle, mais ça braque totalement celui qui écoute. Il faut savoir céder l'espace, en fait. Laisser des blancs permet à l'autre de révéler ses vrais enjeux, ses peurs profondes. Et c'est là qu'on trouve les leviers pour l'aider. L'écoute devient stratégique. Mais pour que ça marche, l'auteur insiste sur une règle d'or d'une simplicité folle. Soyez le produit de votre produit. La cohérence. Ouais. L'exemple est imparable. Si on vend des Renault, on ne vient pas au boulot en Peugeot. C'est la moindre des choses. Si tu vends des alarmes, ta maison doit en être équipée. Pourquoi c'est si crucial psychologiquement ? Parce que le cerveau humain a des mécanismes de défense très forts. Personne, absolument personne, n'a envie de servir de cobaye. On se méfie par défaut. Notre cerveau reptilien lance une alerte face à la nouveauté ou à un engagement. Donc si la personne en face n'applique pas ses propres conseils, on détecte l'incohérence directe, même de façon subconsciente. Et comment on fait pour baisser ces barrières défensives alors ? Par les récits, la preuve sociale, raconter l'histoire d'autres personnes qui avaient les mêmes doutes et qui sont satisfaites aujourd'hui. Ça rassure. On se dit qu'on n'est pas le premier explorateur d'une terre inconnue. Exactement. On emprunte un chemin déjà validé par d'autres. Plongeons un peu dans la boîte à outils tactique du livre, parce que les étapes sont hyper visuelles. L'orpailleur, par exemple. Voilà, la prospection comparée à un orpailleur. Le chercheur d'or qui brasse des tonnes de terre et de gravier avec patience pour trouver la vraie pépite. C'est une métaphore très moderne. Pense aux freelances d'aujourd'hui. Ou à tous ceux qui cherchent à networker. L'orpailleur moderne, il va trier des centaines de profils sur les réseaux, envoyer des dizaines de messages avant de trouver ce contact authentique. C'est le travail de l'ombre, souvent ingrat. Mais là où ça devient vraiment tendu, c'est l'étape que tout le monde redoute. La conclusion. Ah, le moment d'obtenir le oui. Que ce soit pour signer un contrat, avoir une promo ou juste gagner un débat, le livre rappelle un truc basique mais tellement dur. Pour obtenir quelque chose, il faut oser le demander. Neurologiquement, c'est perçu comme une menace sociale. Demander, c'est s'exposer au rejet et notre cerveau déteste ça. D'où les sous-entendus interminables. On espère que l'autre va deviner. Mais l'implicite, c'est le pire ennemi de l'accord. Il faut formuler la demande. Et quand on la formule, les objections arrivent. Et là, l'ouvrage sort une technique fantastique, la technique du hérisson. Très visuelle aussi, celle-là. Imagine qu'on te lance un hérisson en boule, plein de piquants. Tu vas pas le cajoler contre toi. Soit tu l'esquives, soit tu le rattrapes du bout des doigts et tu le relances direct à l'expéditeur. Transposer à la communication, c'est brillant. Face à une objection, l'erreur classique, c'est de se lancer dans une longue justification défensive. C'est serrer le hérisson contre soi. Tout à fait. L'exemple du livre, c'est un client qui croise les bras et lâche « Votre approche est beaucoup trop chère pour notre budget ». La plupart des gens commenceraient à s'excuser, à détailler les coûts. Alors qu'avec le hérisson, on réceptionne et on relance par une question précise, sans agressivité. On pourrait dire
Quand on parle de budget, fait-on référence au coût initial d'acquisition ou à la rentabilité sur le long terme? Ça change tout. On oblige l'autre à préciser. Ça débusque les fausses objections, les écrans de fumée. Mais parfois, ça crée un silence assez lourd après avoir relancé la question. L'épreuve de nerfs. Et face à ce silence pesant, l'expertise propose l'arme ultime de désescalade. L'humour et le sourire. L'analyse comportementale montre qu'on est surentraîné pour résister à la pression intellectuelle. Mais le cerveau a un mal fou à maintenir une posture rigide face à la détente provoquée par un sourire sincère. L'humour court-circuite les défenses, c'est vrai. Ça crée une connivence instantanée. Et ce qui est top avec ce livre, c'est qu'il s'ancre vraiment dans les défis de notre époque. On ne vend plus à l'ère numérique comme à l'époque du petit scooter. La préparation en amont a complètement changé. Le texte cite l'utilisation des alertes Google. Prenons l'entreprise fictive PharmaInnovo du livre. Si on doit échanger avec eux, paramétrer des alertes permet de suivre leurs succès, leurs défis en temps réel. On arrive avec une posture de consultant averti. La donnée personnalise l'approche. Mais, et c'est un grand mais, il y a la dimension éthique. Indispensable. Dans notre monde hyper connecté, cette préparation ne fonctionne qu'avec une intégrité absolue. Le respect du RGPD, par exemple. Ce n'est pas juste une question de conformité juridique. Le cadre légal, c'est le minimum syndical. La transparence sur la façon dont on obtient l'information, c'est devenu l'avantage concurrentiel ultime. Ça crée la confiance. Sans éthique, montrer qu'on a bien préparé son dossier, ça passe pour de l'intrusion. Et une violation de l'espace privé, ça détruit toute relation, même avec les meilleurs arguments. La confiance et le respect restent les piliers indéboulonnables. Exactement. Si on prend un peu de hauteur pour synthétiser, on est à des années-lumière du manuel de manipulation. C'est même l'inverse. C'est un guide pour apprendre à mettre son ego en sourdine et à faire passer les besoins de l'autre avant les nôtres. Une véritable ode à l'empathie active. Ce livre tend un miroir à ses lecteurs. Il permet d'établir un diagnostic de ses propres lacunes. On réalise qu'on parle trop, qu'on écoute mal. Ou qu'on esquive les questions difficiles. S'approprier ces outils, c'est un investissement incroyable sur son intelligence relationnelle. Avec des dividendes qui se mesurent dans la sérénité de nos échanges quotidiens. Pour clôturer cette exploration approfondie, j'aimerais proposer une pensée qui prolonge ce message. Si on admet que chaque interaction humaine est une forme de vente où on cherche à convaincre ou susciter la sympathie, Oui, quelle est l'image ou la valeur que l'on vend silencieusement au monde par notre simple posture, notre regard, avant même d'avoir prononcé notre premier mot de la journée? c'est une excellente question à laisser en suspens. Ça mérite réflexion. Merci à notre audience d'avoir partagé ce moment avec nous et on se retrouve très vite pour poursuivre nos découvertes intellectuelles.